Bonjour, ici coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel, option métaphysique, formateur, conférencier et auteur. Je suis dans Dissidence. La pauvreté, c'est le manque d'informations. Coach, vous connaissez la ref? Là, Vous connaissez la référence? bien sûr, je l'ai dit, je me rappelle bien que c'est moi qui ai produit la phrase. Je dis que la pauvreté ne vient pas de manque d'argent, ce n'est pas le manque du fait que tu n'es pas né dans une famille, donc c'est tout simplement une question de manque d'information. Ok, Donc quand on est bien informé, c'est bon. d'accord. La famille, aujourd'hui, on reçoit un homme qui a le record mondial de parution des livres. On reçoit un bibliovore, un métaphysicien, celui qui est sur le point de construire l'un des plus grands centres de formation en Afrique. On a la chance d'accueillir dans notre podcast en Guinée, ici bien évidemment, le coach Simon. Coach Simon, comment vous trouvez la Guinée, comment vous trouvez notre paradis? Merci beaucoup et merci d'abord aux ancêtres de toute la Guinée. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour que la Guinée brille. Merci aux autorités guinéennes, merci à ses fils et à ses filles. C'est ce que je puisse dire d'abord. Et effectivement, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu Bienvenue au paradis. Ouais. J'ai dit, mais je vais demander la permission aux Guinéennes pour envoyer ça aussi au Burkina parce que c'est une belle réflexion. Ouais. Quand les Africains commencent à penser que leur pays c'est le paradis, ça désengorge certaines croyances et ça aide en fait. Donc, je suis très heureux pour ça. Ouais. Et je suis dans enfin au paradis sans que je sois mort. Carrément. Donc, je suis très content pour ce paradis. Coach, est-ce que naître en Afrique n'est pas un désavantage de la nature? Tu nais dans un continent ou, si je peux dire, un pays où tu bénéficies d'un programme d'enseignement caduc, dépassé. Il y en a d'autres même qui naissent dans des pays où ils ne bénéficient même pas d'école digne de nom pour acquérir l'éducation nécessaire. Ils vivent sur des tables de banque inconfortables. D'autres ne mangent pas à leur faim. Est-ce que naître dans un pays ou dans un continent comme tel n'est pas une fracture? Non, non, parce que j'aime dire aux gens que il faut toujours utiliser la technique de l'âne. Un jour, un âne est tombé dans un puits, et les gens ont décidé de l'enterrer parce qu'ils se sont dit, bon, à quoi ça sert ce âne-là? Et il y a un monsieur qui a proposé une solution, que chacun envoie une pelle de sable afin qu'on verse dans le puits pour en faire la tombe de l'âne. Mais à chaque fois qu'il versait, l'âne bougeait juste son dos et chacun venait avec son pelle de sable, il versait pour fermer le puits afin de voir l'âne mort. Mais à chaque fois qu'il versait, l'âne bougeait seulement comme ça. Et à leur grande surprise, l'âne se retrouve dehors. Et l'âne s'est mis à les remercier. Merci de m'avoir sauvé. Et chacun était arrêté un peu, c'était la honte et tout. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était désavantageux, ce qui semblait être vraiment l'agent causal de la mort de l'âne est devenu ce qui a sauvé la vie. Donc pour moi, quand on est en Afrique, il suffit qu'on prenne conscience et c'est bon. De ce désavantage? Oui, parce que de ces désavantages, parce que quelqu'un a dit que l'espoir naît après le désespoir. Green grass grow at the end of the desert. C'est-à-dire les arbres verts poussent à la fin du désert. C'est-à-dire si vous allez bien voir les arbres verts, c'est à la fin d'un désert que les arbres verts commencent à pousser. Donc, c'est à la fin d'un désespoir que l'espoir naît. C'est à la fin d'une pauvreté que la richesse naît. C'est à la fin vraiment d'une souffrance que la satiété vient. Donc pour moi, on peut utiliser tout ça pour créer et pour avancer. Sinon, c'est criard, c'est à dénoncer. Mais là-haut, tu as dit, au lieu de maudire les ténèbres, il faut allumer une bougie. Au lieu de s'apitoyer sur ce qui n'est pas sérieux, ce qui n'est pas bon, nous, on en profite pour créer quelque chose. Ouais. Voilà, parce que je me rappelle que je ne vais pas dire le nom de la famille, mais il y a une famille qui sont devenus vraiment riches. Le père, lui, fabrique des virus. Et le fils fabrique des virus. Et le père, lui, fabrique des antivirus. Et l'antivirus est connu. Parce que nous, on l'a tous utilisé. Mais si j'ai dit le nom de l'antivirus, c'est comme... Mais les gars se sont entendus. C'est le père qui fait l'antivirus. Et le fils, lui, il fabrique les virus. Et les deux, voyez-vous, pour dire que nous qui sommes là, nous devons dire à un certain moment,
stop, on profite de tout ce qui est problème, ce qui mine la société, et on active notre réflexion et on crée. Sinon, nous rêvons vraiment, parce que entre quelqu'un qui a 1 milliard de dollars, hérité d'un père riche, et quelqu'un qui a 500 millions de dollars, et sans héritage, qui est né vraiment dans les difficultés, vous voyez que l'autre, c'est la moitié de l'autre. Ouais. Mais celui qui a 500 millions de dollars, qu'il a construit dans le désespoir, qu'il a construit vraiment dans la misère, où que personne ne comptait sur lui, ce monsieur vit la prospérité, il prend la parole, tandis que celui qui a hérité des 1 milliard de son père, lui n'a même pas la parole. Donc, la raison pour laquelle je veux que les Africains sachent que quand un Africain devient riche, c'est le bonheur absolu parce que il n'était même pas prédestiné. Ouais, carrément. Donc, les conditions n'étaient pas réunies. Mais lorsqu'il réussit, imaginez-vous qu'est-ce que le fils de Bill Gates va faire quel genre de conférence. Le fils de Elon Musk va venir parler de quoi. Il faut que lui fasse mieux. Mais le fils de monsieur XY qui est perdu dans un village X qui n'arrivait pas à payer la scolarité de ses enfants, lorsque lui il arrive à payer un iPhone ou bien une voiture, il a un sentiment vraiment d'avoir accompli quelque chose. Donc, c'est criard, mais nous pouvons profiter de ça pour relever des défis. D'accord. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui pensent aux Africains qui pensent que l'Afrique n'a pas besoin de coach, l'Afrique n'a pas besoin de coach en motivation, ni de coach en développement personnel? Pour moi, c'est des bandits. C'est des bandits parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce sont des paroles d'ignorance et de banditisme, parce que j'aime vous dire que en trading, moi je fais le trading, que ce soit crypto, que ce soit le forex, les marchés boursiers de l'eau. J'en ai appris un peu, je connais les pips, je connais les doji dragons. Vous savez, en trading, dans le marché boursier, il y a ce qu'on appelle la tendance baissière. Ça veut dire que le marché est en train de descendre. Il y a ce qu'on appelle la tendance haussière. Et dans tous les deux cas, tu peux te faire de l'argent. D'ailleurs, même quand, le 11 septembre, je crois, 2001, lors de l'attentat de Wall Street, quand Wall Street s'écroulait, il y a des gens qui ont pris position sur le marché. Sur le marché. Et ils se sont tapés des milliards, malgré le fait que les deux jumelles, les deux tout, c'est-à-dire dans la disparition, et ils ont tradé. Il y a des gens aussi, quand on construit, quand ils tradent. Donc quand le monde va bien, il y a des gens qui prennent position. Quand le monde va mal, donc l'Afrique, la dégringolade de l'Afrique, la chute de l'Afrique, la perdition de la jeunesse, la dérivation, il y a des gens qui tradent ça. Ils prennent des positions pendant que vous devenez bête. Il y a des gens qui prennent position et ils gagnent beaucoup d'argent. Pendant que vous devenez intelligent aussi, il y a des gens qui gagnent l'argent. Donc, comme l'Afrique, la jeunesse africaine n'avait pas pris assez de conscience, il y a des gens qui mangeaient dedans. Et quand moi j'entends des paroles venant de ces gens-là, j'essaie. Ils vont te dire que c'est pas obligé de lire. Ils vont te dire que tel riche n'a pas lu, mais il est riche. Ils vont te dire que l'Afrique n'a pas besoin de coach. Ces gens-là, c'est eux qui tradent sur le malheur du continent. Et donc, ceux qui veulent trader sur le bonheur, c'est-à-dire la tendance haussière de l'Afrique, nous, on préfère trader ça. C'est-à-dire, pendant que les Africains sont conscients, deviennent riches, c'est là que moi, je me sens bien d'être riche. Mais il y a des gens qui se sentaient bien d'être riches parce que l'Afrique devenait pauvre. Donc, quand un pays ou un continent est en train de s'appauvrir, il y a des gens qui s'enrichissent. Quand un pays ou un continent est en train de s'enrichir, il y a des gens qui s'enrichissent. Mais moi, je préfère être riche dans l'enrichissement de la jeunesse africaine. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes discours. Pendant que toi, tu décides de lire des 100 livres, quand tu as 10 millions pour te former, c'est là moi je deviens riche. Mais lorsque tu décides de fumer un paquet de cigarettes par jour, lorsque tu décides de rentrer à 3 h du matin après avoir quitté des bars, il y a des gens aussi qui profitent de ça pour s'enrichir. Mais moi j'ai décidé de prendre mes bagages, aller trader l'évolution de la jeunesse africaine. Mais ceux qui tradaient l'évolution ne peuvent pas nous aimer. Ils vont vous prendre des insanités du genre... On peut pas, c'est pas obligé qu'on lise. L'Afrique n'a pas besoin de coaching. Surtout lorsque la plupart des gens qui ont réussi en Afrique, je vais dire la plupart des riches que nous connaissons habituellement en Afrique, c'est des gens qui n'ont
lu presque pas de livres et c'est eux les modèles des gens. Donc, dans votre cas précis, par exemple, vous avez dit que vous avez lu plus de 1000 livres. Alors, les gens partent de ce genre de constat pour dire qu'on n'a pas besoin de lire forcément pour être riche. Non, mais ça encore, c'est comme ce que je le disais. Je peux dire que c'est des gens qui traitent l'évolution du continent. On en a besoin parce que le monde a commencé avec des livres. La lecture, c'est pas hier soir. Et que tu prends le Coran, le prophète a dit une parole que c'est Ikra ou je sais pas, c'est Ikra, non? En arabe? En arabe. Oui. Il faut lire. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Mais il a répété cette phrase-là une fois. Et pour connaître, il faut apprendre. Et si tu veux être quelqu'un, il faut apprendre. Même pour connaître l'au-delà, il faut apprendre. Dans tous les cas, il faut apprendre. Maintenant, le Coran, c'est un livre ou c'est une télé. Le Coran, c'est un iPhone ou c'est une télé. Le Coran, c'est une clé USB. Le Coran, c'est un stade de football. Est-ce que le Coran, c'est un marigot? Le Coran, c'est un livre où il y a le savoir. La Bible, c'est un livre. Mais le Coran, à quel âge? L'an 600. Bon, disons 600, 700. La Bible, à quel âge? Maintenant, ça veut dire qu'il y a 1000 ans, les gens parlaient de la lecture. Prenons d'ailleurs même les pyramides. 3500 ans avant Jésus-Christ, le mot papier prend sa source dans quel mot? Papyrus. Et les papyrus, ce sont des plantes qu'on cultivait au bord du Nil. Et on prenait ça pour écrire. Papier, papyrus. Donc ça veut dire qu'à 3500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 5000 ans, nos ancêtres lisaient. Donc si quelqu'un vient donner des commentaires pas positifs sur la lecture, c'est un ignorant avec grand I. Et ce n'est pas des gens qu'il faut écouter. Maintenant, quand quelqu'un dit que nous, on a des riches qui n'ont pas lu, qu'il me cite un seul riche qui n'a pas lu, je vais leur démontrer qu'il n'est pas riche. S'il part en Europe, il ne vaut même pas mieux qu'un salarié de Nvidia. Chez nous, on a beaucoup de riches ici qui ne sont pas instruits, qui n'ont pas lu. Non, ce n'est pas l'instruction. Il ne faut pas me montrer des riches qui ne sont pas plus riches qu'un employé d'une nouvelle entreprise. Je connais Nvidia, je connais la capitalisation de Nvidia et je connais la valeur marchande de chaque employé de Nvidia. Vos entrepreneurs que vous dites là, ils ne sont pas plus riches qu'un employé d'NVIDIA. Un employé. Parce que ils sont chiffrés. Regardez même les joueurs de football. D'autres sont payés à 2 millions de dollars par mois, non? Maintenant, un joueur qui est payé à 2 millions de dollars par mois, vous savez que c'est un salarié, non? C'est un club qui le paye. Maintenant, vous allez prendre un entrepreneur qui n'a même pas un chiffre d'affaires annuel de 2 millions de dollars. Ça veut dire 1 milliard. Il a des marchés de 100 millions, mais c'est lui l'homme le plus riche de votre pays. Donc, lorsque on prend l'homme le plus riche de ton pays et qu'il ne vaut même pas l'employé le moins heureux d'une entreprise aux États-Unis, arrêtez de me parler de ça parce que moi je parle de la richesse de haut niveau. De la haute classe. De la haute classe. Je ne parle pas d'un riche qu'on fait son patrimoine. Ça ne suffit pas pour payer un Patek Philippe. Un riche de quartier. Voilà, un riche dont si on va bien voir une montre de Richard Mills, si on convertit sa fortune, on ne peut pas acheter une montre. Il faut arrêter de laisser nous rêver, laisser nous mesurer ou du moins nous inspirer. Aux géants. Aux géants des GAFAM. Laissez-nous nous inspirer de Elon Musk et arrêter de nous embrouiller avec des gens qui ne sont pas de bonnes références. Voilà, qui ne sont pas des références. Eux-mêmes, ils savent. Ils n'ont qu'à aller jouer sur la cour des grands. Donc, nous, on veut rêver. On veut transformer notre continent. Donc, tous ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. C'est des gens qui ont des références. Parce que quand on veut calculer la portée, nous, on avait des calculs que j'aimais en physique-chimie. Et on parlait de référentiel terrestre supposé galiléen. Et les chutes d'avion, on dit Y égale 1,5 de GT au carré. Maintenant, moi, j'adore toujours, quand on veut faire les calculs, le professeur dit pour préciser, on est sur quel référentiel? Parce que la gravité sur la Lune, il faut des plombs. Ce n'est pas les mêmes choses que la gravité terrestre. C'est pourquoi quand tu vois les cosmonautes, quand ils partent sur la Lune, ils portent des sacs. Et ces sacs sont remplis de plomb. Et ces plombs sont N fois, un certain nombre de fois, aussi lourds que le poids de celui qui porte. Sinon, il va s'envoler. Parce que la gravité sur la Lune, ce n'est pas la même chose que les champs gravitationnels sur la Terre. Donc moi, je veux qu'ils me disent, on est sur quel référentiel d'abord? Parce qu'on dit référentiel terrestre
supposés galiléens. Donc, si tu ne précises pas le référentiel, tu peux trouver x égale à 10 et le professeur va barrer. Il va dire où? Parce que si tu trouves x égale à 10 newtons, si c'est sur la Terre, c'est pas la même chose que si on est sur la Lune. Maintenant, quand ils veulent me parler des riches là, ils n'ont qu'à me préciser, c'est riche en dollars ou en euros. À partir de combien? Et à partir de combien? Ou bien c'est les riches des monnaies qui sont même pas cotées en bourse. Ouais. Souvent, quand on parle de croissance démographique, de nos jours, économiquement, on ne dit plus, quand on parle des pays pauvres ou bien des pays africains, on ne parle plus de pays sous-développés. On parle de pays en voie de développement. Mais quand vous observez un petit peu ce qui se passe en Afrique, un continent où un policier peut gifler une mère, un continent où on emprisonne quelqu'un parce qu'il ne peut pas jouir de sa liberté d'expression. Est-ce que quand vous regardez ces pays-là, est-ce que réellement les pays africains sont sur la voie du développement? En fait, il faut que le développement ait des définitions, je dirais, originales. On ne doit pas aller regarder quelqu'un pour dire, bon, je suis sur la voie ou pas. Mais il y a d'abord ce qu'on appelle les mœurs. Okay. Il y a ce qu'on appelle la morale. Ce qu'on appelle la dignité, ce qu'on appelle le bien-être. Et quand ça ne va pas dans ton corps, tu ne peux pas faire semblant. Quelqu'un qui a la diarrhée ne veut pas faire semblant de ne pas avoir la diarrhée. Vous voyez? Du coup, lorsque on est dans un pays où on ne mange pas à sa faim, on est dans un pays où la justice n'est pas sur la table, bon, on n'a pas besoin d'un expert en économie ou un expert en IDH, indice de développement humain, pour venir vous dire si vous êtes développé ou pas. Lorsque on est dans un pays où les gens ne fuient pas pour venir chez toi, mais c'est toi qui fuis pour aller chez l'autre, tu n'as pas besoin d'un expert en économie pour venir te montrer le contraire. Donc c'est à nous de travailler pour vivre dignement, pour être sérieux. Sinon, moi j'aime demander aux gens quels sont les jeunes qui fuient votre pays. Qui est capable de prendre un bateau, qui est pas capable de faire ce qu'on appelle l'immigration clandestine pour venir dans ton pays. Et si ton pays ne connaît pas des immigrés clandestins, ben, ça veut dire qu'on a encore du boulot, on doit bosser pour que les autres aussi se cachent pour venir chez nous. Bon, ça c'est mon rêve. Mon rêve c'est de voir un jour des immigrés clandestins dans mon pays. Des gens qui quittent de l'autre côté pour venir. Voilà, et de venir même clandestinement pour que moi aussi je sache qu'il y a quelque chose ici. Ils sont venus se chercher. Mais si c'est ton peuple qui est victime tout le temps qu'on attrape, ça veut dire qu'on doit bosser. Donc pour moi, il ne faut pas que l'homme va se flatter. Il faut, quand on va venir te dire que tu es sous-développé, en voie de développement, c'est à toi de faire ton jugement. Tout ça là, c'est vrai ou c'est faux. Parce que j'étais en train de lire un livre où on parlait de la pauvreté. Ils ont défini la pauvreté comme des gens qui n'ont pas 2 millions de dollars par an. Selon leurs critères. Selon leurs critères. Et ils font des marchés pour évacuer les meubles. Parce que chaque 2 ans, ils doivent, dans les maisons, ils doivent faire sortir les meubles. Mais quand tu pars sur le site, tu vois les meubles qu'ils ont évacués. Même certaines personnes dans certains pays ne peuvent pas s'acheter ces meubles parce que pour eux, bon, ce n'est plus d'actualité. Et ils disent que, bon, la classe pauvre ou la classe moyenne, c'est quand tu n'as pas 2 millions de dollars. C'est-à-dire, je ne sais pas c'est combien de milliards de francs guinéens par an. Si tes revenus ne sont pas là, accepte que tu es pauvre. Quand les gens définissent les choses comme ça, et nous, on vient confondre la misère et la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est quand même... Un pauvre peut voyager, hein? Un pauvre peut s'acheter sa voiture. Mais un misérable, lui, il n'arrive pas à manger 3 repas par jour. Mais nous, on a confondu la misère et la pauvreté. Maintenant, quand tu es dans la misère, il ne faut pas croire que tu es dans la pauvreté. Parce que la pauvreté, il y a quand même un minimum. Mais la misère, c'est quand même là où tu peines à manger, tu peines à voyager, tu peines à dormir où tu veux. Mais beaucoup de gens sont dans la misère et ils disent qu'ils sont dans la pauvreté. La pauvreté aussi, c'est... Puisqu'il y a la misère, après il y a la pauvreté, et puis maintenant on commence la richesse. Mais après la richesse, encore, il y a d'autres classes. La classe des prospères, la classe des félicités, et la classe de l'abondance, et l'extravagance même, c'est une autre classe. D'accord. Donc, il faut qu'on sache se classer d'abord. D'accord.
j'ai vu une vidéo dans laquelle vous prônez à ce que les étudiants payent eux-mêmes leurs études à l'université. Pourquoi? Oui, je l'ai prôné parce que quand on est étudiant, on est adulte. OK? Et quand on paye sa propre scolarité, on trie les matières. Et j'ai proposé ça parce que ça va pousser les étudiants à faire ce qu'on appelle les meilleurs culpas. Moi, je payais ma scolarité, par exemple, à un certain niveau de ma vie. Mais quand moi, je vois comment j'ai souffert pour trouver l'argent pour payer ma scolarité, et quand je regarde les leçons qu'on vient de me servir, ça n'a rien à voir avec comment moi j'ai fait pour avoir l'argent. Donc, je commence à douter du système. Et si chaque étudiant payait sa scolarité, c'est les étudiants même qui allaient changer toutes les matières à l'école. Ils vont dire au professeur, écoute, si tu nous racontes ça encore, demain nous tous on quitte. Là, on devient sélectif. On devient sélectif. Parce que ce que tu me dis là, en tout cas, mais nous on est là, les parents souffrent, ils prennent des prêts même, ils payent les scolarités des gens qui ont 25 ans, tu vois même 26 ans. Et lui il est à l'école, il bosse. C'est à la fin qu'il va s'en rendre compte qu'on l'a trahi. Mais si c'était toi-même qui payais la scolarité, la première année même, tu vas savoir si tu seras riche ou pauvre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé à payer ma scolarité, je me suis dit, vous avez posé des questions. Les matières, ça là. Et donc j'ai quitté. J'ai quitté pour pouvoir vraiment entreprendre dans ce qui m'a permis de payer ma scolarité là. J'ai entrepris là-bas et ça marche. Ok. Est-ce vraiment important de nos jours d'être premier de la classe? Oui, il faut toujours être premier, ça aide. Se dire que est-ce que c'est important d'être premier de la classe, vous savez que ça donne un peu de la confiance en soi, ça montre qu'on a fait mieux que les autres, mais il faut pas prendre ça comme la victoire parce que premier de classe ne veut pas dire premier de vie. Voyez-vous? Donc, on peut mettre pendant la tabaski, on voit souvent des béliers qu'on met dans des remorques pour aller vendre dans d'autres pays. Maintenant, si dans ça, là, il y a un bélier qui est premier encore. Mais ce n'est pas l'être premier le problème, mais tu es premier où? Dans quoi? Et dans quoi? Mais si le bélier savait qu'on est en train de le conduire à l'abattoir, je ne pense pas qu'il allait être premier. Bon, moi, je veux que tu sois premier. Mais il faut être ce premier-là, dont la primature, je peux le dire ainsi, va te permettre d'être un exemple. Mais si tu peux être premier dans ce qui est caduc, tu pourras avoir après le regret d'avoir été premier. Donc, raison pour laquelle je veux que les jeunes choisissent des matières productives et des matières quand même qui les poussent à passer à l'action que d'aller bosser des matières qui ne les poussent pas à passer à l'action. D'accord. On a vu récemment l'annonce selon laquelle le Burkina Faso aurait atteint l'autosuffisance alimentaire. Pour vous qui êtes là-bas au Burkina Faso, qu'en est-il de la réalité de cette information, réellement, concrètement? Est-ce que le Burkina a atteint l'autosuffisance alimentaire? Sur ce plan, je confirme parce qu'il y a un travail colossal qui se passe sur le terrain à travers le ministère de l'Agriculture, sur les instructions de notre camarade très cher président, le capitaine Ibrahim Traoré. Effectivement, le Burkina a atteint l'autosuffisance alimentaire. Et je profite de dire quelque chose que moi, j'ai eu un étudiant qui est venu suivre des formations avec moi, qui était dans le ministère de l'Agriculture en 2014-2013. Il était cadre. Maintenant, il y avait des ONG qui venaient aider, lutter contre la faim et tout. Et cette année, le Burkina avait fait des records. Mais ils ont exigé à ce que sur les rapports, et ils écrivent que c'est pas, on n'a pas, parce que c'est comme si plus on a fait, plus eux ils lèvent des fonds, et plus l'ONG se sent bien. Donc, c'est un circuit. C'est un circuit. Et donc, quand ce président est venu, il a décidé vraiment de miser sur la réalité. Donc, il y a des labous et tout. Et donc, aujourd'hui, sauf celui qui ne veut pas vraiment bosser, et les prix ont chuté aussi. Parce que quand tu es dans un pays que tu payais, par exemple, un sac de riz à 25 000, j'ai dit des choses, ce n'est pas des chiffres exacts. Exemple, à 25 000, et après, ça devient à 15 000. Bon, toi-même, tu sais que ça y a eu avancé. Donc, pour moi, je vis sur le terrain. Dans les villages, je voyage souvent. C'est bon. D'accord. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est dictateur?
Non, non, parce que cette question, ça émane des... On va virer peut-être en géopolitique parce que c'est des questions qui me poussent à faire de la géopolitique. Et dictateur, mais moi je pense que Dieu c'est un dictateur. Dieu c'est un dictateur? Oui, Dieu c'est un dictateur. Il ne nous laisse pas respirer par nos oreilles. Pourquoi il fait ça? Pourquoi je dois obligatoirement m'asseoir avec mes fesses? J'aurais voulu m'asseoir sur mes yeux. Pourquoi Dieu m'oblige à toujours m'asseoir sur mes fesses? C'est de la dictature. Ok. Mais en quoi cette dictature? Pourquoi nous magnifions cette dictature divine? Parce que c'est une dictature qui nous rend bien. Si j'essaie de respirer par ma bouche, j'ouvre ma bouche pour respirer toute la journée, ben, vous voyez que c'est pas joli. Donc c'est de la dictature positive. Voilà. Donc pour moi, il faut qu'on importe ou on investisse dans une dictature qui élève la dignité humaine, dans une dictature qui permet à l'être humain de se transcender et d'être vraiment respecté. C'est ça. Sinon, moi, je pense que Dieu, c'est le bon dictateur. Okay. Il nous empêche. On ne fait pas ce qu'on veut avec lui. Souvent, même tes propres pensées même t'amènent une maladie. Si Dieu te dit il faut avoir des pensées positives, okay, il faut être heureux. Maintenant, si tu dis non, à un certain moment, c'est des maladies. Donc, c'est de la dictature qui te permet de vivre longtemps. Il te dit de ne pas manger trop gras, trop salé, parce que les protéines, les glucides, les lipides, tu ne dois pas exagérer. Maintenant, tu passes toute l'année, tu manges de la viande. Il y a une maladie qu'on appelle la goutte. Ça va t'attraper. Il faut que tu manges un peu. Mais ça, c'est notre corps nous fait de la dictature positive. Maintenant, lorsqu'on va au sommet des États, il nous faut des dictateurs qui vont taper sur la table, nous dresser. Et ça, c'est bon. Maintenant, s'il faut appeler ça dictateur, moi, je pense qu'il faut ajouter l'adjectif qualificatif positif. Dictateur positif. Dictateur positif. Et c'est ce que moi-même, j'ai toujours prôné. Okay. J'ai toujours aimé et je suis très heureux de savoir. Sinon, jusqu'à présent, il n'y a même pas trop de... La rigueur n'est pas au summum. Les gens sont un peu libres de parler toujours au Burkina comme ce qu'ils veulent. Mais la dynamique ayant prise, la dynamique permet vraiment à chacun de savoir vraiment sa place et de bosser pour qu'on soit digne. Voilà, parce que si ton ennemi décide de financer ton mariage, c'est parce qu'il sait que ta femme est stérile. Sinon, il ne va jamais mettre sa bouche là-bas. Maintenant, entre la démocratie africaine et la dictature, pourquoi les autres préfèrent financer la démocratie? Quand ton rival décide de te faire la circoncision, tu penses qu'il ne va pas enlever tes testicules? Il va tout prendre. Il va tout prendre. Donc moi, quand les gens sont assis que non, telle personne fait de la dictature, regardez la dictature de Kim Jong-un. Il appelle la bombe nucléaire l'assurance vie. Donc là-bas en Corée du Nord, la bombe nucléaire est appelée assurance. Il a dit, ok, ceux qui veulent mourir de faim, de toute façon, nous, on va prendre le budget de l'État là. On va d'abord assurer une assurance vie pour tout le monde, à ceux qui vont survivre à la fin et tout. Okay. Donc, au début, les gens le traitaient de tous les noms. Il a délaissé son système alimentaire. Les gens meurent de faim. Et il a dit, lui, il doit s'assurer d'abord. Et aujourd'hui, la Corée du Nord étant un État nucléaire, ils peuvent maintenant passer à un certain développement. Okay. Mais ici en Afrique, quand tu essaies d'être dur avec les gens pour qu'ils se corrigent, on te taxe de dictateur. Mais aujourd'hui, qui peut manquer du respect à un Nord-Coréen? Quand on dit que c'est un Nord-Coréen, tu vois déjà que tu réfléchis deux fois. Parce que les gars ont décidé de se dire certaines vérités. Donc pour moi, il faut que les Africains aussi arrêtent de se laisser flatter. Parce que la flatterie, c'est pas bon. Il faut arrêter de vanter des choses qui vont finir par tomber dans la perdition. Donc pour moi, le capitaine, moi je le respecte pour son leadership et vraiment c'est un des rares présidents que j'ai validé en fait. D'accord. Beaucoup parlent de sa dictature parce que premièrement, il est le fruit d'un coup d'état militaire. Il a repoussé les élections jusqu'en 2029. Il a dissous les partis politiques. Certains médias ne peuvent plus exercer leur métier comme il faut et son pouvoir même est parfois
accusés d'avoir enlevé ou kidnappé certaines personnes. Je vais parler là des journalistes, de certaines personnes de la société civile, des journalistes comme je l'ai dit, et même de certains chefs religieux. Est-ce que quelqu'un comme lui n'est pas un dictateur en germe? Non, moi je suis un agriculteur et je cultivais le mil, le maïs au village. Quand il y a les mauvaises herbes, nous on les tue. Hein. Moi j'étais fils de cultivateur. Donc dans notre champ là, il y a eu des moments où il y a des mauvaises herbes qui veulent tuer moi ma récolte. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent on utilise des herbicides pour les déguerpir. Souvent on les arrache. Et c'est ce que moi j'ai fait en tant que fils d'agriculteur. Et c'est ce que je conseille aux États africains. Les humains aussi, il y a des mauvaises herbes parmi les humains. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Donc pour moi, on doit s'inspirer de comment la Russie a fait avec sa propre population pour être un exemple ou du moins devenir peut-être un sauveur des Africains. Comment l'Amérique elle-même a fait avec les Américains pour en arriver là. Il faut se cultiver. Comment la France a fait avec les Français pendant la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Comment la France s'est comportée avec les Français véreux. Mais attention, nous en Afrique même, on ne fait même pas les 1 millionième de ce que la France a fait aux Français, des belligérants ou des Français qui pondaient des discours qui n'aidaient pas la France à faire face à l'Allemagne. Jusqu'à ce qu'il y ait eu des procès après la guerre. Même quand la guerre est finie en France, il y a eu des procès pour juger ceux qui n'ont même pas accompagné la guerre, la France pendant la guerre. Et eux, ils pensaient que comme la guerre est finie, ils vont aller se reposer. La France les appelle un à un. Bon, quand nous, on était en pleine bataille, toi, tu as eu à dire quelque chose qui n'encourageait pas les soldats français. Viens, tu passes au Youf. Et d'autres même ont été exécutés. Quand la France même a eu la paix. Maintenant, on est dans des États africains où ça ne va pas. Notre case brûle. On dit tout le monde n'a qu'à envoyer de l'eau pour qu'on éteigne. Et il y a des gens qui font des commentaires qui n'ont rien à voir avec une stratégie pour éteindre le feu. Mais moi, je pense que tous ces présidents, c'est des gens dociles, ils sont bons. Hein. Si ça tenait qu'à moi, mais c'est grave. Hein. Vous allez faire quoi si c'est à leur place? On va aller à la Kim Jong-un. Hein. On va aller. Puisque ça là, soit on perd le continent, soit on perd le pays en ayant pitié des yeux bizarres des gens, soit on récupère le pays à la Kim Jong-un ou bien à la James Madison ou à la Jefferson. Hein. C'est pas méchant. Pourtant, chaque être humain mérite la vie. Oui, on t'a pas dit de ne pas vivre. On t'a dit de bien vivre, de ne pas te comporter mal dans la société parce que tout le monde aurait voulu brûler le feu. Mais c'est à cause du policier. Hein. Sinon, toi-même, tu sais qu'on allait tous brûler le feu. Mais quand tu brûles, on prend ta moto. Ben, tu vois, la société doit être disciplinée. Donc, pour moi, et ça dépend dans quel contexte on est, et où on est, et qui nous sommes. Donc, pour moi, j'adore. Moi, j'ai bossé 192 pays. Parce qu'au début, je voulais devenir géopoliticien. Et après, j'ai laissé pour être métaphysicien. Parce que je voulais, si je finissais géopoliticien, j'allais trop être sur des plateaux en train de commenter la guerre en Syrie, la guerre en Iran. Je connais tout ça. J'ai bossé la crise de l'Iran en 2012. J'ai bossé Taïwan, Chine, Taïwan en 2000, tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai tous ces livres depuis 2012. Donc, je pouvais être un analyste géopolitique de dernier niveau sur les plateaux. Mais j'ai trouvé qu'il y aurait un problème. Il faut que les jeunes entreprennent. Il faut qu'on crée des entreprises. On a plus besoin d'entrepreneuriat que d'analyse politique. Sinon, voilà, si je monte sur des plateaux pour vous expliquer ce qui s'est passé en Venezuela avec Maduro, vous allez rester tranquille. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé avec l'Iran. Mais tout ça, ça n'ajoute pas quelque chose dans ton compte. C'est pourquoi je veux que nous, on crée. Sinon, pour la gestion des États africains, ben, vous allez voir ce qui va se passer. On ne va pas continuer. Regarde, je t'explique une escroquerie. Lorsqu'on fait une élection, on élit un président. Tu sais qu'il ne peut pas travailler d'abord. Il faut qu'il fasse son gouvernement. Et ce n'est pas le lendemain de son élection. Après l'élection, il faut d'abord du temps pour faire prononcer les résultats. Et quand on prononce les résultats, on dit provisoire. Après ça,
il y a encore d'autres types de résultats définitifs. Et s'il y a contestation de l'opposition, on prend encore le temps. Après ça, il y a une pause. Et dans la pause, le président doit nommer son gouvernement. Premier ministre. Lui aussi, il a du temps pour aller nommer ses ministres. Après, c'est pas fini. L'Assemblée nationale. Donc, il faut une élection législative. Après ça, on doit revenir à l'Assemblée pour chercher la majorité. Et après ça, on doit élire le président de l'Assemblée. Et après, c'est pas fini. On ne peut pas travailler d'abord, puisqu'on n'a pas de maire. Donc, on va aller aux élections législatives. Après, on trouve les maires. Et puis après, dans tout ça là, on aurait perdu 2 ans dans un mandat de 5 ans. Il reste 3 ans. Au moment où le président veut même travailler, on l'annonce que les campagnes peuvent commencer pour le prochain mandat. Donc lui-même, il laisse, il se dit, ah, si je m'amuse, je risque de rater. Donc on rentre en campagne. Vous pensez que ces bêtises-là peuvent développer un continent? Vous proposez combien de mandats pour un président? Non, ce n'est pas le mandat. Tout ce que j'ai décrit là, de l'élection du président à la nomination du premier ministre, aux élections des députés, aux élections des maires, tous ces processus-là, on a perdu combien de temps? C'est comme ça qu'on est venu flatter les Africains. Et puis eux, ils sont dedans. Ils croient que c'est de l'intellectualisme. Ils rigolent. Ils rigolent. On peut perdre 2 ans comme ça à élire des ministres. Mais quand je regarde la démocratie africaine, moi j'ai ri. Je dis, mais c'est de l'enfantillage. Mais lorsqu'un président accède à la magistrature suprême par un bon coup d'État, demain matin, il nomme ses ministres et on commence le travail et le peuple est content. Par un coup d'État? Bon, j'ai dit un bon coup d'État. Je ne suis pas pro coup d'État aussi. Donc, vous voyez, regarde, les élections, c'est la pire escroquerie que moi je connais. Et ça, c'est quand un pays a des colonies, c'est quand un pays a de l'or qui a des cheveux blancs dans des réserves, c'est seulement qu'il se joue à ce jeu. Lorsque tu as un pays qui a au moins 10 colonies comme la France, tu as de l'or qui a des cheveux blancs, tu as atteint l'autosuffisance alimentaire en 1700, là tu peux jouer à ce jeu-là. Donc pour le moment, l'Afrique n'a pas besoin d'élections. L'Afrique n'a même pas besoin de ça parce que l'Amérique peut faire des élections chaque année et ça ne va même pas déranger le système américain. Parce que c'est un pays qui s'est développé il y a très longtemps et ce qui est très intéressant avec les Américains, ils sont une suite logique. Et ils documentent tout, ils paramètrent tout et ils automatisent. Donc aujourd'hui, l'Amérique, c'est comme un avion automatique. Avec ou sans le président, il ne faut pas te flatter. L'Amérique, c'est une machine qui bouge. Le système est bien fait. Donc là-bas, ils peuvent faire les élections chaque année. Et l'Amérique va continuer. Mais l'Afrique, ce n'est pas ça. On a été beaucoup dérangé par l'esclavage, les colonisations. C'est comme une poule qui n'a pas eu le temps de couvrir ses œufs. À chaque 2 jours, on vient de dire de se lever. Donc, les œufs même, les poussins même, ne se sentent pas bien dans les œufs. Donc, on n'a pas besoin de cette dérivation. Vous voyez, de cet détournement d'attention en Afrique. On a besoin d'une concentration, comme à l'époque des royaumes. C'est pourquoi, moi, je veux des présidents africains qui vont dire la vérité à leur peuple. Moi, je suis là, je vais faire 12 ans. 12 ans. Un exemple. Moi, je suis là, je vais faire 10 ans. Après 10 ans, faites de moi ce que vous voulez. Et pendant ces 10 ans-là, il n'y a pas de bavardage politique. Maintenant, si le président vient, pendant ce temps, il veut satisfaire les gens, les humeurs des gens, il veut nommer des ministres, des députés, des maires, mais vous devenez comme des crabes qu'on a mis dans un panier. 0 survivant. Puisque chaque crabe va essayer de sortir et les autres vont l'attraper. On a fait une expérience avec des crabes. On les met dans un seau et on dépose au soleil. Et tous, ils meurent. Parce que les pattes, là, quand l'autre veut sortir, tout le monde veut sortir, en fait. Et donc, tout le monde veut sortir. Et qu'est-ce qu'ils font? Chacun ramène l'autre dans le seau. Souvent, même, tu vas voir 10 groupes de crabes qui sont au bord. Et il y a un seul qui va, avec sa patte-là, attraper les 10, reverser dans le seau. Et d'ici le soir, ils sont tous morts. C'est ce qui se passe en Afrique. Bon, on voit quelqu'un qui est en train de vouloir sortir la tête de l'eau, pum. Et les présidents n'arrivent même pas à penser à 20 ans. Parce que si toi-même tu t'as mis à faire un plan de 20 ans, ils vont dire que tu ne travailles pas. Parce que quand tu arrives, il faut les impressionner par des ponts, des routes. Parce que si tu t'assois pour concevoir un plan, éduquer les gens d'abord pendant 10 ans, avant d'aller travailler, mais ils vont te dire que non, que depuis ton arrivée, tu ne travailles pas. Donc tout ça, c'est quoi?
conséquence de la mauvaise démocratie. Ok, d'accord. Vous avez dit avec fermeté, démonstration à l'appui qu'il est possible d'entreprendre ou de devenir riche en partant de 0 francs. Comment est-ce que c'est possible? Oui, j'insiste sur l'aspect argent, mais pas l'aspect motivation. Comment est-ce possible? Posez-moi la question. C'est moi. Moi, je me rappelle, quand je voulais entreprendre, je me suis d'abord assis, je lisais les livres, parce qu'avec 300 francs, moi, je pouvais avoir 5 livres. Je prenais 300. À l'époque, une heure, ça faisait 300 au cyber. Okay. Quand je vais au cyber, je télécharge les livres droit libre. Parce qu'il y a des livres qui sont de développement personnel d'entrepreneur qui sont parus en 1600, 1800, 1900 et qui sont droit. On peut télécharger les PDF. Moi, je fais comment? Je prends une clé, je branche, je télécharge au moins 20 livres de 200 pages, 300 pages. J'arrive à la maison, je m'assois, je les lis tous. Et je lis en notant stratégie, comment parler à un client. Quand j'ai fini de lire, je m'en vais encore. Avec ma clé, je télécharge et je n'ai pas l'argent pour imprimer. Je m'assois avec mes 300, je télécharge encore 20 livres, je lis. Après, maintenant, j'ai dit, OK, maintenant là, j'ai le mindset, je peux attaquer le terrain. Là, vous partez à l'action. À ce moment, je n'ai même pas 100 francs. Donc, je vais marcher de Tanguay à Ouidé, ça c'est à Ouaga. Je marche parce que je connaissais un monsieur à travers un frère qui avait une boutique de produits qu'il a envoyé du Nigeria. Et quand moi je suis allé chez lui, il m'a vu tout seul parce que j'ai marché, la poussière sur mes pieds. Il me dit à quoi? J'ai dit, I'm ready. Il parle l'anglais. Il dit, you are ready. What do you mean? I'm ready to be who I want to be. Je suis prêt à devenir qui je veux être. Il dit, OK. Il dit, mais moi je n'ai même pas 100 francs. Wow. Mais tu vois ce magasin-là, je peux vider ça. Il me dit, quoi? Ça fait des mois, j'ai envoyé mes produits du Nigeria, mes jeunes ont dit que ça ne marche pas. Et effectivement, c'était couvert de poussière. Moi, je lui ai dit, si la date de péremption n'est pas dépassée, et il a ouvert son magasin, c'était de la poussière. On a enlevé la poussière ensemble, on a regardé que la date de péremption, ce n'est pas périmé. Mais moi, je lui ai dit, si tu me fais confiance, je vends et je reviens. Il dit, non, vas-y, je connais ton frère. En un mois, j'ai fini le magasin. En un mois? En un mois. J'ai tout liquidé et je me retrouvais avec 300 000 francs de bénéfices dans ma main. Je n'avais pas, à l'époque, le bus coûtait 150, mais je n'avais pas 150 pour prendre le bus. Pour aller dans sa boutique. Pour aller dans sa boutique. Donc, je marchais à pied. Et quand il m'a donné ce feu vert, j'ai liquidé tout. Et il m'a dit, waouh, on peut faire business ensemble. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas le temps. Je dois passer en classe supérieure. Il me dit, bon, il faut qu'on fasse des ajouts. J'ai dit, non, non, je passe. Et la classe supérieure, c'est quoi? J'achète maintenant des chaises avec les 300 000, quelques chaises, et je loue un bâtiment où je payais, c'était à 30 000, non? 30 000, 35 000, et je dépose les chaises. OK. Je deviens formateur en anglais en même temps. Wow. Et donc, parce que je voulais l'argent pour payer les chaises, je sors, je continue de faire la vente ambulante, mais quand je te vends quelque chose de 500, tu ne payes pas, je dis, mais est-ce que tu as envie d'apprendre l'anglais? Le gars dit oui. Il dit, tu viens me voir le soir, je fais des cours de 18h à 21h. Ça fait 40 000. Et je parle anglais avec lui. Le monsieur dit, ah, moi-même, je suis un fonctionnaire, j'ai envie d'apprendre. Inscris-toi. Ouais. Et dans ça, j'ai eu plus de 10 inscrits en une semaine. Ça fait 400 000. Les gars viennent suivre les cours de 8h et de 18h à 21h. Et le lendemain, je suis encore sur la rue. Pour vendre. Je vends, les gens m'insultent, il faut quitter là-bas. Mais ils ne savent pas que la nuit, de 18h à 21h. Et donc, entre-temps, je me suis retrouvé 30 personnes inscrites. Ça fait combien? 40 000 fois 30, ça fait combien? 4 fois 10, ça fait 1 million 200. Donc, je viens d'avoir 1 million. Et après, maintenant, je vais aller dans les établissements, proposer mes services d'anglais. Et tous ceux qui voulaient passer le bac venaient chez moi pour faire ce qu'on appelle l'anglais oral. Donc, je me retrouvais avec 100 étudiants, 60. Et là aussi, ils payaient. Et après, maintenant, j'ai décidé que je vais faire développement personnel. Tu vois, la question que je te pose, j'ai commencé avec combien? 0 francs. Est-ce que je suis allé emprunter l'argent pour commencer? Donc, c'est pourquoi j'ai dit aux jeunes là, tu peux commencer avec 0 francs dans ta poche. Mais ici, là, ouais. Soit tu cherches une vidéo, tu écoutes, soit tu cherches un livre, tu empruntes pour lire, et tu vas sur le terrain, et tu vends quelque chose. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est la vente. Donc, moi, je le demande par A plus B.
qu'un jeune peut quitter la pauvreté économique Ok. à partir de 0 francs. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut me dire le contraire, puisque moi-même je l'ai fait. Et le monsieur est toujours vivant. Aujourd'hui, il est dans une radio, il anime des émissions, et lui-même, il me respecte parce qu'il dit, ah, toi, ce que tu as fait en 2014, c'était en 2014, je ne peux pas oublier l'année, c'était en 2014 que j'ai fait cet exploit. Donc, pour vous répéter, c'est moi, j'ai dit, tu n'as pas besoin d'avoir 5 francs dans ton compte pour commencer à entreprendre. Tu peux aller décharger du ciment, tu peux aller décharger des cartons pendant une semaine. Si on te paye 200 000 francs guinéens par jour, ou bien par semaine, je ne sais pas, la monnaie, au bout de 10 jours, tu as 2 millions. Et si tu fais 30 jours, tu as 6 millions. Tu peux quitter, aller faire autre chose, multiplier ton argent. Et au bout d'un an, tu es millionnaire. Donc, c'est ce que j'enseigne ici, de bout à bout. Dans votre livre, La puissance de l'auto-éducation. D'accord, vous êtes actuellement en train de construire un centre au Burkina Faso. Pourquoi construire un tel centre? En quoi ce centre se distingue des autres centres ou bien de l'école classique? Oui, je le répète, c'est un des plus grands centres de conférences intégrés dédiés au développement personnel, leadership, métaphysique du continent. Et ça se passe à Koubri. Et le centre déjà est en construction parce qu'on a fait la pose de la première pierre le 29 mars 2026. Et actuellement, on a quand même des ouvriers qualifiés qui sont sur le terrain, ça travaille. On a installé tout ce qu'il faut installer. Et donc, les terrassements, la fondation, c'est très très bientôt, mais la production des briques a déjà commencé. Et c'est le plus grand centre parce que c'est pour la toute première fois en Afrique que les ressources tirées de la vente d'un livre va ériger un centre. C'est uniquement à travers le livre? Majoritairement. Bon, parce que si je dis uniquement, pour le moment, parce que de l'achat du terrain à tous les documents que vous pouvez voir, j'ai tiré les ressources de l'intelligence. Le terrain m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai dit bien beaucoup quand même. Et après, les documents qui vont s'en suivre. Mais tout ça, j'ai puisé ces ressources à travers les formations que je donne et surtout des 25 000 exemplaires de ces livres vendus. Et donc, moi, je me dis que c'est l'énergie. Et dans ce projet, j'ai dit que je veux 120 000 jeunes Africains ou bien 120 000 Africains qui vont payer le livre à 120 000 francs CFA l'exemplaire et ce sera largement suffisant pour que nous créions ce centre. Donc, on a commencé et je profite de lancer le message à la jeunesse guinéenne de s'élever comme un seul homme, rejoindre le club de lecture Le Réveil, de s'élever comme un seul homme, se battre, aller sur le site web www.richessemassive.com. Ils pourront payer les livres par tranche. On a structuré ça de sorte qu'ils peuvent payer ça étape par étape. Et une fois que tu as le livre, tu es partenaire, tu es membre, bon, pas cofondateur, mais on écrit ton nom à l'entrée dans les logiciels. Voilà, un membre d'honneur. Et tu aurais vraiment utilisé de façon rationnelle ton argent pour contribuer à ce qu'on fasse quelque chose. Mais d'ailleurs, le livre lui-même, même si je le vends à 10 millions ou à 3 millions de francs guinéens, ce qui est contenu là-bas est toujours plus que ça. Actuellement, il est vendu à 120 000 francs CFA. Voilà. Ça, c'est environ 1 800 000 francs guinéens. Est-ce qu'il n'est pas cher selon vous? Pas du tout. Pas du tout. Parce que vous savez, lorsque tu écoutes quelqu'un et tu deviens riche sans le voir, est-ce que tu peux dire que le livre de cette personne est cher? Moi, il y a des mentors que je n'ai jamais vus qui m'ont changé la vie. Moi, je n'ai jamais vu Thomas Sankara. Mais ce qu'il a apporté dans ma vie, Dieu seul sait. Je n'ai jamais vu Napoléon Hill. Mais ce qu'il a apporté dans ma vie en matière de développement personnel, j'ai des larmes aux yeux. On le dit souvent que lire un livre, c'est un moyen de discuter avec l'auteur sans le voir physiquement. Voilà. Maintenant, Jim Rohn, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai juste écouté en ligne. J'ai vu son impact. Donc, nous, on est inscrit dans la catégorie des personnes qui arrivent à transformer la vie de quelqu'un à 10 000 km de nous, à 2 000 km, sans qu'on se voit, à travers la parole, les vidéos. Maintenant, quelqu'un qui arrive à parler pour que toi, tu prennes conscience, tu gagnes 1 million même par mois. Il sort un livre
selon vous, le livre peut coûter combien? Il n'y a pas de prix. Parce qu'avant de fixer le prix du livre, j'ai d'abord regardé qu'est-ce que tu as fait. De 2017 à 2024, ça fait 7 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, j'ai essayé de sonder. Je suis allé au Cameroun. J'ai essayé de payer Iam Brézé. Je n'ai pas pu. Parce que tous les gens qui passaient à moto, à voiture, les gars se sont garés. Je sors de l'hôtel. J'ai dit, mais voilà Iam Brézé, je vais payer. J'ai essayé. Ah là là là, même celui qui vendait les unités, ceux qui faisaient les taxis motos, ils sont venus. Que c'est leur coach. Ah merci, tu as changé ma vie. Et là, c'était en 2020. Est-ce que vous voyez? Tu as changé ma vie. Grâce à toi, j'ai commencé à entreprendre. C'est grâce à toi que... J'ai dit, ok, je vais à Istanbul, en Turquie. J'ai dit, là, je vais sortir marcher. Je sors encore, en moins de 5 minutes, les Gabonais, les Congolais, les Burkinabés, qui sont là, qui se débrouillent dans le marché et tout. D'autres même, c'est des étudiants. Ils ont dit, voilà le coach. On est ici, on t'écoute. Merci pour ce que tu fais. Et ça, c'était en 2021. Récemment, en 2024, je suis allé à Addis Abeba. Je me suis dit, oh, ici, c'est un pays anglophone, personne ne me connaît ici. Je vais me promener. Je sors. Même chose. Même chose, mais pas en anglais, mais c'était des Béninois et des Nigériens qui étaient venus là-bas. Ils me voient, nous on est en études ici, c'est toi qu'on suit. Même chose en Égypte. J'étais récemment en Égypte et ça c'était des étudiants burkinabés qui ont eu des bourses d'études, qui font des études islamiques. Quand ils ont appris que je suis venu, ils étaient à des centaines de kilomètres du Caire. Ils sont venus tous à l'hôtel. Nous, on est ici, on étudie le Coran, mais on te suit. Tu nous as beaucoup inspiré. Mais tout ça, c'est avant que je sorte les livres. D'autres ont commencé à dire, grâce à tes vidéos YouTube, j'ai créé mon entreprise, je me sens bien, je me suis marié. Mais ça, c'est avant que je sorte un livre. Maintenant, si dans tout ça, je prends des choses que j'ai jamais dit même sur Internet, des démarches scientifiques, et je mets dans un livre, selon vous, ça doit coûter combien? Une fortune. On s'entend. Ça devient quelque chose qu'il faut qu'on s'entende, hein? Parce que c'est pas comme un produit fini, comme un bic. C'est pas un produit fini. Ça, c'est pas un produit fini. Donc, du coup, c'est éternel. À la sortie, c'était 17 000. J'ai dit à la sortie, je vous fais ce livre à 17 000 le 30 mars 2024. Mais, d'ici mai, ça va devenir à 26 000. Le prix va grimper? Le prix va grimper. Et en mars 2024, on a fait 7 000 à 8 000 exemplaires. Et en juin 2024, on passait à 26 000. Et de 26 000, on est passé à plus de 25 000 exemplaires. Et j'ai dit, ce n'est pas suffisant. On va aller à 120 000 bientôt quand on va lancer le projet de la construction du centre. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je fais partie des rarissimes, pour ne pas dire le tout premier auteur qui a augmenté le prix de son livre 3 fois. Et la deuxième fois a connu plus de succès que la première. Et la troisième connaît plus de succès que la deuxième. Parce que quand c'était à 17 000, on était à 7 000 exemplaires. Quand on est venu à 26 000, on était à 18 000 exemplaires. Quand on est venu maintenant à 120 000, on a imprimé 120 000 exemplaires. Et ça ne va pas suffire. Je peux aller à 1 million. Parce que si je vous pose la question, il y a combien de motos qui ont été vendues en Guinée ici? Ce n'est pas 1 million de motos. C'est clair. Il y a combien d'iPhones qui ont été vendus ici en Guinée? Ce n'est pas 1 million d'iPhones. Mais qui a déjà causé avec le concepteur des motos? Qui a des vidéos de celui qui a fabriqué les motos? Est-ce que dans ton portable, tu as les vidéos de celui qui a fait iPhone qui te conseille? Mais dans les portables des gens, ils ont des vidéos de celui qui a écrit ces livres. Qu'il l'achète ou pas, il peut s'en sortir. Donc, raison pour laquelle je ne dépose pas ce livre à côté. Encore moins mon message. Parce qu'en Moré, on dit c'est l'homme qui valorise sa chienne afin que ses chiots puissent avoir des propriétaires. Parce que si tu parles mal de ta chienne, les chiots là, ils vont rester chez toi. Mais le contenu du livre, moi je vends ça, puisque c'est moi-même. J'ai dormi dehors, je n'arrive pas à manger 2 repas par jour.
aujourd'hui, je suis entre deux avions, je voyage, j'inspire des gens, et c'est ce que j'ai mis ici. Ok. Donc, quelqu'un ne va pas dire que ce livre à 1000 $, c'est cher. Si je dis que je vends ça à 10 millions de francs guinéens, si tu n'en as pas, tu Ok. ne peux pas commenter. Quand on prend par exemple la réfléchissez et devenez riche, Mhm. et on prend la puissance de l'auto-éducation, qu'est-ce qui parle mieux à un Africain? Oui, c'est ça. Parce que moi-même, j'ai lu Réfléchissez et devenez riche. Mais vous savez, on a dit que traduction égale à trahison. Le livre là, d'abord le titre même, c'est de la traduction. Et moi, je n'ai pas lu le livre en français. En français, ok. Ils ont écrit en anglais Think and Grow Rich. Et le français vient nous dire réfléchissez et devenez. Alors que l'anglais a dit grow. Maintenant, to grow, est-ce que c'est to become? To become, ça veut dire devenir. To grow, ça veut dire grandir. Ok. To grow a tree. To grow a seed. Parce que lorsque I want to grow my grass, je veux que mes herbes poussent. It's growing. The human being is growing. L'être humain grow. Maintenant, le français vient nous dire que réfléchissez et devenez. Vous voyez déjà que rien qu'à partir du titre, on est hors du champ morphogénique spirituel de l'auteur. Et quand on rentre dedans, les chapitres de la persévérance, les chapitres de la transmission. Moi, j'ai lu en français, en anglais d'abord, et après, j'ai pris la version française pour lire. Quand je me suis mis à lire, j'ai dit, there's a missing element. Et donc, de par toutes ces lectures, j'ai codé ce livre en français. Et sur le sol africain, en m'inspirant des réalités que vit chacun dans Africain. sa famille en état africain. Donc, du coup, Napoléon reste mon mentor, Think and Grow Rich reste le big book, mais je ne veux pas comparer ça à ce livre, mais j'ai dit que ça accélère vraiment le processus de développement d'un jeune Africain. Ok. Beaucoup. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'école classique a une longue vie en Afrique? L'école classique, vous savez que longue vie, bon, je pense que un plat a une longue vie, mais le contenu là n'a pas une longue vie. Donc l'école pourrait être considérée comme un plat et son contenu comme des aliments. Souvent, il arrive des moments où on jette et on lave le plat et on remet autre. Donc l'école a une longue vie, mais la matière enseignée n'a pas une longue vie. Okay. Les matières enseignées vont disparaître. Et l'école, dans son format, pourrait rester. Mais je vous informe que le contenu va changer. Parce que les gens ne sont pas courageux. En 1001, ou bien en l'an 800, il y avait des enseignements. Mais ce n'est pas les enseignements qu'on donnait. Mais quand on va dire aux gens que dans 10 ans, il y aura un professeur de IA dans les universités, d'ailleurs même on a commencé, qui aurait imaginé en 1999 ou en l'an 2020, bon, puisque c'est en 2020 avec Covid que IA a commencé à germer. Qui aurait imaginé qu'on aurait des professeurs de IA? Est-ce qu'en 2001, quelqu'un allait dire qu'il y aura une brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité en Afrique? Au Burkina Faso, nous on a ce qu'on appelle la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité qui régule, bon pas réguler, mais qui capture les bandits criminels. Mais qui a donné naissance à cette brigade? C'est la brigade là qui a créé Cyber, là où c'est Cyber là qui a créé brigade. Vous voyez que c'est grâce à l'Internet que cette brigade est née. Donc c'est Internet qui a donné naissance à tout un commissariat. Qui aurait imaginé en 1999 qu'il y aurait un policier de l'Internet au Burkina, un commissaire qui a tout un bureau. Donc, les gens ne sont pas au courant qu'il y a des matières qui vont venir et qu'il y a des matières qui vont partir. Et donc, quand nous, on parle... Est-ce que l'Afrique est prête à ça? C'est pas... Parce que jusqu'à présent, on a l'impression que ça ne change pas, on enseigne les mêmes choses. Non, ce n'est pas une histoire de si tu es prêt. Si tu pars à Moscou, tu veux te balader avec des badets, est-ce que tu es prêt? Parce que c'est ton cercueil qui vont commander en ligne. Tu ne peux pas aller à Moscou et puis te dire de te laisser, que toi tu aimes t'habiller en débardeur, que tu te sens bien. Ok, quelques heures après, tu seras glacé
et on va venir te chercher. Donc, ce n'est pas une histoire de est-ce que l'Afrique est prête. Elle sera prête, de gré ou de force. Ok. Vous, vos enfants, alors, est-ce qu'ils pratiquent cette école classique-là? Non. Comment vous entretenez leur formation? Bon, d'abord, j'interviens moi-même et j'ai trouvé aussi une école que je juge quand même bien, que j'ai préparé les ressources pour ça depuis 2010, avant leur naissance. Ok. J'ai visité l'école de mes enfants avant de me marier. Vous comprenez ça? On est en métaphysique. Vous étiez dans le futur? Oui, en 2010. Et je me suis marié en 2016, 6 ans après. Et je bossais, je disais, c'est là que je veux qu'ils bossent. Et quand l'univers nous a accordé les enfants, je suis allé et je suis allé trouver que la scolarité a doublé. Mais ils m'ont dit, nous avons une école partenaire qui fait presque la même chose. Et c'est là-bas que je les ai mis. Et je ne suis pas en train de parler de la cherté de la scolarité, mais du contenu. Le contenu me plaît. Mais malgré ça, j'ai des limites aussi. Quand ils auront un certain âge, c'est bon. À 12 ans, ils n'ont pas rentré à la maison. On va bosser à la maison. Ok, ils vont arrêter les études à 12 ans? Bon, les études classiques, sinon la connaissance. Classique, là, oui. Ils vont arrêter de chercher des points à 12 ans. Les diplômes et tout ce qui s'ensuit. Ils vont bosser la vie réelle. Ok. Vous avez dit dans la puissance de l'auto-éducation que les hommes les plus riches d'un pays pauvre vendent des choses physiques. Lorsque vous prenez un pays riche, les hommes les plus riches vendent des services, de la technologie, des livres. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique ne peut pas se développer à travers des activités comme le commerce des biens physiques, par exemple? Je suis désolé, parce que le commerce des biens physiques, c'est l'arrivée. Il n'y a pas trop d'imagination. Parce que d'abord la créativité, ensuite l'usine. Et quand on finit l'usine, il y a les grossistes. Et eux, ils commandent 1000 conteneurs ou bien 500. Et après, il y a les semi-grossistes qui vont venir dire qu'ils veulent 100 conteneurs. Et après, il y a les détaillants qui vont venir prendre 10 conteneurs. Et dans les 10 conteneurs, il y a quelqu'un qui va venir payer 1. Et dans ce conteneur, il y a quelqu'un qui va venir payer le contenu, la moitié, pour aller ouvrir sa boutique. Et il se fait de l'argent. Entre ces chaînes-là, où est l'Africain? Il est où? Il est chez les fabricants ou le grossiste ou le demi-grossiste, ou bien c'est lui qui vend le produit fini. Je suis désolé, il faut que nous on travaille dur pour augmenter notre niveau et aller dans les dépôts de brevets. Est-ce qu'en Afrique on fait concurrence des dépôts de brevets? Huawei lui seul a déposé près de 400 000 brevets. Hein. Ça c'est une entreprise, une seule. La Chine c'est presque 1 million de brevets. Dans l'année, les gars se battent pour déposer des brevets d'invention afin de vendre ces brevets à des usines qui vont fabriquer. Et ils n'ont même plus besoin d'usine. On vend un brevet à une usine qui nous verse des pourcentages. Pendant ce temps, nous, on est toujours en train de faire des magasins. C'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Raison pour laquelle nous devons nous cultiver encore pour pouvoir nous battre et rentrer dans le domaine de la créativité et puis s'en sortir. Sinon, je ne vais pas vous flatter. Pourquoi on automatise les ventes? Bon, tu vas souvent dans des aéroports, tu vois qu'il y a des frigos, il y a des sucres, c'est automatique. Tu rentres, tu donnes ton argent, ça sort. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un là-bas? Donc, lorsqu'on a des magasins, s'il n'y a pas de voleur, normalement, une seule personne, il arrive, il dépose l'argent, il se sert. N'est-ce pas? Mais il y a des métiers, tu ne peux pas confier ça à un robot. Il faut l'être humain. La recherche de la connaissance, la création, l'invention, il faut l'homme. Voyez-vous, un robot ne va pas aller déposer des brevets d'invention, puisque c'est l'homme même qui invente le robot et qui brevette le robot. Mais quand les gens sont effrayés de IA, je dis, mais IA ne vaut pas mieux qu'un être humain, puisqu'on dit intelligence artificielle. Mais l'artificiel, c'est l'homme, non? Donc, ça veut dire intelligence humaine, c'est tout. Donc, pour moi, je veux que les Africains, là, pas arrêter, mais ils n'ont qu'à créer une autre génération d'Africains qui vont aller faire comme Cheikh Anta Diop, créer des laboratoires, bosser, documenter, écrire des livres, investir dans l'industrie du savoir qui rapporte plus d'argent que les mines d'or. Parce que moi, je connais des imprimeries en Amérique
qui gagnent 10 fois plus d'argent que des sociétés minières en Afrique. L'imprimerie, là, lui, il imprime des livres. Mais l'imprimerie est 10 fois plus riche que la plus grande société minière d'un pays africain. Donc, quand tu compares les deux, l'autre se tape l'argent dans le savoir des milliards de dollars et l'autre crève la terre et il se tape l'argent. Entre les deux, qui peut parler de développement? Voyez-vous? Donc, il ne faut pas qu'on va se flatter comme quoi c'est en vendant le matériel qu'on peut être milliardaire. On peut vendre le savoir au même titre que le matériel et automatiser la vente des matériels. Peut-être même confier ça à nos jeunes et les adultes vont aller se battre vraiment dans un autre terrain de la connaissance. D'accord. Est-ce que les dirigeants africains, les présidents africains ont le sens des affaires? Bon, si je dis qu'un président n'a pas le sens des affaires, c'est trop dit, mais pour le moment, pas trop. Pas trop. Voilà, pas trop, parce que quand on regarde, on sent que business... Parce que vous savez, quand on écoute les médias occidentaux, quand un président est élu, il y a une phrase qu'ils disent. Ils disent qu'il est venu aux affaires. Ça veut dire que le monsieur là, il est venu aux affaires. C'est business. Mais chez nous en Afrique, on dit l'homme fort. Vous voyez que c'est pas joli, c'est des termes que j'aime pas aussi. Donc moi, j'aimerais vraiment que nos présidents ouvrent des sections pour bosser le business. Et quand ils savent faire du business, vous voyez, regardez pas la guerre, mais le problème qui existait entre Trump et le président de la Fed récemment, c'était au niveau des taux. Donald Trump voulait qu'il diminue, il n'a pas accepté. Bon, son mandat est fini, M. Wash est venu. Ça, c'est des présidents qui savent que des annonces économiques, on peut trouver des positions. Mais est-ce qu'en Afrique, il y a des présidents qui tweetent pour bouger des marchés? Peut-être ils ne savent même pas comment faire. Mais les tweets de Trump, les tweets des grands, qui savent ce que c'est que la bourse, mais ils savent que cette parole-là, c'est une annonce économique et qui vont avoir des taureaux à 3 têtes. C'est des annonces qui vont former des bougies. Mais est-ce que nos annonces-là, ça forme des bougies sur le marché? Donc c'est pourquoi je pense que je salue les dynamiques, mais il y a du fort à faire. Ok. Il y a du boulot. Ok, vous avez dit aussi que la religion va bientôt prendre fin en Afrique. Vous le maintenez toujours? Non, je n'ai pas précisé le continent. J'ai dit la religion tire vers sa fin. Si tu regardes bien la vidéo, je n'ai pas dit Afrique, j'ai dit de façon générale. Ok. Vous le maintenez? Bien sûr, c'est pas moi je maintiens, c'est le cosmos. C'est pas moi je maintiens, c'est... Il faut regarder les étoiles pour... On est dans l'ère du Verseau. On a changé de cosmos. Et d'ailleurs, quand tu pars en Asie, par exemple, quand tu prends la Chine n'a jamais parlé de religion. La Chine parle de philosophie. On parle de la philosophie bouddhique, la philosophie de Confucius, la philosophie de Lao Tzu, la philosophie. Mais ils n'ont pas dit religion. Et regardez comment la Chine est partie loin. Mais ceux qui ont magnifié les choses, qui ont plus parlé de religion, vivent des difficultés par rapport à ceux qui ont vu loin. Parce que la Chine a vu loin. Au lieu de parler de religion aux jeunes Chinois, au lieu de parler d'enfer et paradis aux jeunes Chinois, et ils ont préféré parler d'invention, de créativité, d'usine, de commerce. Et aujourd'hui, tout le monde entier part s'approvisionner en Chine. Moi-même, j'ai été en Chine pour faire ça. Et dans l'imprimerie, c'est une imprimerie dont la machine est de 3 niveaux. Et elle a une capacité de 40 000 livres par heure. Wow. Une machine. Et c'est là-bas que j'ai vu des livres sains. Des livres sains que les Chinois fabriquent. Pour le monde. Dans l'usine où ça là, dans l'imprimerie ça là. Vos livres sains là. Les Chinois, moi j'ai vu. Et puis ils ont mis, ça va en Angola, ça part au Nigeria. Et c'est destination Afrique. Des conteneurs. Wow. Maintenant, le Chinois, il s'est éduqué. Et la parole de ton Dieu, là, lui, il fabrique ça pour toi. Il te le sert. Il te le sert. S'il y a un autre prophète, envoyez ces paroles. Si le prophète même joue, les Chinois vont le photocopier pour vous. Parce qu'ils sont à un autre niveau. Pendant ce temps,
Nous, on est assis ici en Afrique, on s'effraie que ouais, que c'est l'enfer qui brûle, comme si c'est toi qui as amené le bois pour allumer le feu. Bon, toutes ces paroles de basse fréquence là, tu penses que notre génération va supporter ça? Donc c'est des choses qui finissent. Comme le temps des pharaons, ils ont vu que leurs règnes vont finir, c'est pourquoi ils ont fait les pyramides, ils ont codé tout sur les pierres, ils ont creusé, ils ont fait les pyramides, parce qu'ils savaient que l'ère du bélier prenait fin pour donner naissance à l'ère du poisson. Et après, l'ère du poisson prend fin pour donner naissance à l'ère du verseau. C'est pas moi j'ai mis fin à l'ère du bélier, c'est pas moi aussi j'ai mis fin au calendrier du poisson. Donc, c'est un cycle. C'est un cycle. Et quand ça arrive là, bon, tu peux accepter comme tu peux dire que c'est faux. De toute façon, nous, nos enfants vont se moquer. Parce que quand on dit que nos grands-parents partaient, voyageaient sur les dos d'âne, ça te fait rire, non? Quand tu vois les images des rois qui se déplaçaient en hamac, tu connais les hamacs? C'est 4 messieurs qui transportent un roi qui est assis là-bas comme ça. Quand nous on regarde ces images aujourd'hui, comparativement au Rolls-Royce, au V8, tu vois que le roi même faisait pitié. Mais dans 50 ans, quand on va dire à des enfants que des adultes se regroupaient dans une maison pour prier, dans les années à venir, les enfants vont se moquer. Ouais, ils vont rigoler. Ils vont dire, ah, c'est comme ça, et aussi, vous voyez Dieu, on dit, oui, c'est comme ça. C'était l'époque. La même manière dont le transport a évolué, la croyance en Dieu évolue aussi. Et ça va évoluer. Donc c'est pourquoi je profite d'inviter tous ceux qui viennent de voir Dieu hier soir, de dire que tu ne l'as pas vu parce que le business ne va plus prendre, ça tire vers sa fin. Si c'est hier que tu l'as vu dans ton sommeil, si Jésus t'a parlé avant-hier, bon, le coach t'informe que, sincèrement dit, il y aura problème dans 10 ans parce que le message ne passe plus dans le cerveau des gens. C'est pas moi qui ai changé le cerveau, c'est les énergies stellaires et cosmiques. Quand il fait jour, c'est pas un coach qui vient te dire qu'il fait jour. Même un enfant de 2 ans sait qu'il fait jour. Quand il fait nuit, c'est pas un métaphysicien de mon rang qui vient faire des conférences pour informer qu'il fait nuit à Conakry. Vous savez qu'il fait nuit. Mais quand les consciences humaines vont changer, c'est pas moi. Moi, je vous annonce seulement. Vous pouvez dire c'est faux ou c'est... Mais bientôt, vous allez voir. Les gens vont encore s'éveiller naturellement. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. L'intelligence est devenue comme de l'énergie qui rentre dans les gens. Les jeunes entreprennent. C'est contagieux. Oui, c'est contagieux. Tu vois, les jeunes sont... Ça va quoi. Même l'Afrique bouge. Les jeunes africains entreprennent, on crée. Il y a 10 ans, 20 ans, on ne pouvait pas se réunir comme ça pour... Non, ça bouge. Et qu'est-ce qui détermine ça? Il y a une force en haut là-bas, qu'on appelle la force cosmique. Et lui met les choses en place. Et si tu es intelligent, tu suis le cours. Et si tu penses que tu es têtu, tu essaies de résister. Tu vois comment l'Afrique change, non? Que ce soit la gouvernance, les présidences, la croyance, on ne peut plus servir le mensonge sur un plateau comme ça. Et puis, non, quand tu mens seulement, on va te recadrer. Que Corolla ment. Mais avant, ça n'existait pas. Donc, les choses ont changé et ça change. Donc, je ne suis pas contre une religion, je ne suis pas contre les religions, mais je suis sorti vous dire qu'en observant le cosmos, la religion tire vers sa fin. Maintenant, quelqu'un a dit, penses-tu qu'on peut toujours envoyer, dans ce 21e siècle, quelqu'un peut dire que Dieu l'a envoyé tout de suite? Il y a eu un moment où tu dis ça, mais si toi tu dis que Dieu t'a envoyé, que tu es le fils de Dieu, regarde les laboratoires où on va te faire passer. Ils vont prélever ton sang là en Amérique, au Japon. C'est toi-même qui vas dire qu'on n'a qu'à arrêter comme ça. Que toi, tu ne viens pas du cosmos, que tu n'es pas enfant. Parce qu'on a tellement évolué qu'on va t'analyser au laser, toi-même tu vas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais il y a eu une période où tu peux dire que tu es enfant de Dieu. Et puis ça passait. Et ça passe. Mais aujourd'hui, là, si moi-même je dis en Guinée que c'est Dieu qui m'a envoyé ici, le président va envoyer me chercher d'abord aller dans un jeune laboratoire pour m'analyser. Mais c'est moi-même qui vais dire que non, je suis venu de moi-même. Donc il y a des choses qui ne passent plus dans ce 21e siècle. Si tu essaies de dire que c'est Dieu qui t'a envoyé ici, ok. D'accord. Ils vont brancher IA là même si toi. Donc le monde change. Il faut que nous aussi on change. D'accord. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est méchant de la part
c'est personnel de la part de nos dirigeants de légaliser les paris sportifs dans nos pays, en Afrique? Légaliser, c'est trop dit parce que vous savez qu'il y a des choses que l'État a légalisées, mais ça n'existe pas. L'État a légalisé la créativité des jeunes. L'État a légalisé beaucoup de choses. Mais lorsqu'une chose vient et que tous les jeunes se retrouvent là-bas, l'État régule. Moi, personnellement, je ne vais pas dire que c'est méchant, mais moi, personnellement, j'aime pas. Les paris sportifs? Je n'aime pas du tout parce qu'on n'a pas le niveau. C'est pas mal en son sein. Par exemple, lorsque tu nais à Barcelone ou tu nais à Madrid, tu vas trouver un club qui a 100 ans et quelques. Tu sais que Madrid a plus. Ouais. Tu vas trouver que tu es né dans des familles où personne n'a faim. Tu vas trouver même que ton papa même a des actions au Real. Et chaque année, on lui verse des dividendes capables de nourrir toute la famille. Maintenant, toi, tu es né là-bas, quand le Real joue, tu paries. Et ça te fait rire, tu es content. Tu t'amuses avec. Tu t'amuses, si ça gagne, tu prends, si ça... Maintenant, lorsque ton papa même ne peut pas payer ballon, c'est-à-dire ballon même de 5 000, là, ton père n'a pas l'argent pour payer. Il ne sait même pas, il se débrouille. Maintenant, toi, tu es jeune là-bas, tu prends ton argent, tu t'en vas parier, fais pari foot. Est-ce que toi, quand toi, tu te regardes au miroir, là, est-ce que toi, tu as le niveau de faire pari sportif? C'est une question de niveau. Donc moi, je ne vais pas blâmer celui qui a le niveau, mais c'est devenu quelque chose où les jeunes partent espérer devenir quelqu'un en pariant. Non, c'est quand ton grand-père est devenu quelqu'un, ton père est quelqu'un, votre famille, ça va, c'est seulement que tu peux parier pour t'amuser. C'est pourquoi quand vous regardez le football, quand le Real ou Barça marque, il y a des gens qui se déshabillent. En fait, ce n'est pas le but qu'ils célèbrent. C'est les coupons. C'est les coupons. Et lui, il est capable d'aller même supporter le ballon. Mais voilà un parieur sportif qui n'a même pas l'argent pour rentrer dans un stade à 20 mètres de chez lui pour regarder le ballon. L'équipe nationale joue. Quand même, tu n'as pas l'argent pour payer ticket et regarder. Mais tu es prêt à parier ballon qui se joue hors de... Donc moi, je pense que ça aussi, il faut sensibiliser les jeunes. Il faut qu'ils prennent conscience. Parce que personne ne pourra devenir riche en pariant. Ah bon? Ah oui, oui. Il peut avoir l'argent, mais il ne peut pas devenir riche. C'est pas possible. La richesse, c'est une croissance spirituelle. Et la possession est différente. Tiens, il faut prendre ça. Donne-moi le livre. Est-ce que tu as le livre encore? Non. Mais tu possédais. C'est la même chose que l'argent. Si je te fais ça, prends l'argent là. Waouh, les gens disent que tu es devenu riche. Donne-moi mon argent. Est-ce que tu as encore l'argent? Mais imaginez que tu l'avais produit en toi. Mais est-ce que je peux prendre ton âge tout de suite? Est-ce que je peux arracher ta puberté tout de suite? Jamais. Parce que c'est venu naturellement et de façon progressive. Avec un processus. Donc, voilà, la richesse, c'est la même chose. Mais malheureusement, nous présentons des gens qui ont l'argent, qu'ils sont riches. C'est pas vrai. La richesse, c'est une croissance mixée à un peu d'argent pour agrémenter. Parce qu'on va avoir... Donc, on ne peut pas être riche en pariant. Je suis désolé. Mais on peut avoir de l'argent, mais ça va partir après. Donc, moi, j'invite les jeunes à diminuer ou à laisser. Parce que personnellement, je n'ai jamais fait ça. Et si nos États l'interdisaient carrément? Bon, vous savez, l'État aussi, quand on dit État, it's making money. Parce que l'État regarde. Si les taxes des paris sportifs permettent même de payer des fonctionnaires, c'est vous qui devez arrêter de jouer. Sinon, l'État ne va pas interdire. Parce que si l'État même regarde la caisse là, il dit tiens. C'est trop. Et là, ils ont parié 10 milliards en une journée. L'État dit bon, moi je vais prendre 3. Mais ce n'est pas profitable au peuple qu'il prétend protéger. Bon, qui t'a dit d'être peuple? Vous savez, dans cette vie-là, il faut arrêter. Il faut que toi-même là, tu te battes. Parce que vous savez, la vie c'est comme l'air. Tout trou là, l'air rentre là-bas. Si tu te lèves tout de suite, tu enlèves ton pantalon, tu te courbes. Tu sais là où l'air va rentrer? L'air s'en fout, hein? Donc, l'air ne fait que rentrer là où il y a ouverture. Donc, c'est à toi de fermer au maximum ta vie afin de ne pas laisser ce qui ne te plaît pas rentrer. Pour ne pas blâmer l'État, imaginez un bon jour, on voit que bon, on pariait 10 millions par jour et ça fait 100 000 francs. Les jeunes ne parient plus. Et on cherche à savoir pourquoi. Et on dit non, les jeunes n'ont plus conscience. C'est fini. C'est fini. Mais moi, je pense que
Les États pourraient interdire si les États aussi nous permettent de montrer qu'on peut faire plus d'argent ailleurs. Si vous savez, dans d'autres domaines. si toi, tes impôts là, prenons un groupe de jeunes et ils boivent l'alcool et c'est grâce aux recettes de l'alcool que toi, tu construis ta maison. Quand tu vas finir de construire là, tu vas les vouloir dans la maison, non? Mais c'est des zombies, tu vas prendre, puisqu'ils sont déjà morts. Mais il y a des sources de revenus qui ne propulsent pas un pays. Mais les pays africains ne sont pas trop regardants. Et ils regardent seulement l'argent là. Maintenant, un pays de sous-là, il rapporte beaucoup à la caisse de l'État. Hein? Mais est-ce que vous pouvez faire business avec eux? Est-ce qu'ils seront une jeunesse de référence? Il ne faut pas souvent regarder l'argent et ne pas être regardant sur la source de l'argent. Il faut avoir la vision. Maintenant, si Samsung, l'État de Samsung se fait de l'argent en prélevant des impôts sur les inventions de Samsung, l'État de Corée du Sud, si c'est Samsung qui fait de la caisse de l'État de la Corée du Sud, le plus grand payeur d'impôts, c'est Samsung. Le plus grand payeur d'impôts, c'est Huawei. Et Hyundai, qui est encore à Corée du Sud. Maintenant, si les deux entreprises sont les plus grands payeurs d'impôts dans ton pays, tu vois déjà que la jeunesse... Mais lorsque tu prends un pays et que le plus grand payeur d'impôts, c'est la société brassicole. Mais c'est des morts vivants. Mais c'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas vouloir l'argent du beurre et le beurre. Mais, et pourtant, nos États oublient qu'on peut avoir un plus grand pourvoyeur d'impôts plus que l'alcool et plus que les paris. Mais il faut les créer. Elon Musk paye des impôts. Mark Zuckerberg paye des impôts. Mais ça rapporte quoi à l'Amérique? Les jeunes Américains se sentent bien dans la technologie, l'État gagne l'argent. Mais tu prends un État africain, sur les payeurs d'impôts, c'est les vendeurs d'alcool qui payent plus d'impôts. Mais l'État regarde ses impôts, il regarde ses jeunes. Il regarde ses impôts, il regarde ses jeunes. Et au finish, il s'en va prendre son argent. You see, c'est un dilemme, hein? Mais dont le choix est difficile. Parce que si l'État même pas prend les jeunes en laissant l'argent, 2 mois après, les fonctionnaires vont gréver. Donc, c'est à résoudre et nous pouvons coller d'autres entreprises autour du développement, du leadership. Et petit à petit, dans 10 ans, ces entreprises pourront aussi payer assez d'impôts comme ces vendeurs d'alcool et de paris sportifs. Et on va équilibrer. Et après, il y a un qui va partir. D'accord. Selon vous, que faut-il faire face à la montée vertigineuse de la prostitution dans notre continent? Montée vertigineuse de la prostitution dans le continent, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et la vérité aussi aux femmes. Parce que quand on ne dit pas la vérité aux jeunes filles, je me rappelle que je suivais une vidéo de Lee Kuan Yew qui interviewait des universitaires. Et il y a une jeune fille qui s'est levée. Elle a dit qu'elle a 25 ans, je pense. Et elle est en train de faire le doctorat ou master. Mais le président, le premier ministre de Singapour, n'a pas regardé son niveau scolaire. Il a demandé à la fille, là, Do you have a boyfriend? Et la fille a dit non. C'est-à-dire, est-ce que tu as un gars? La fille a dit non. Le président était étonné. Do you pretend to have one? Est-ce que tu veux avoir? Dans ton programme, c'est pour avoir. Le président s'intéressait plus. Et après, la fille a dit, bon, qu'elle va voir. Et le président a dit, you better think about it. Il vaut mieux que tu penses à ça. Mais le président pouvait être impressionné parce qu'il a devant lui une fille de 25 ans qui est en train de faire master. Mais lui, il a demandé, est-ce que tu as un gars? Il dit non. Est-ce que tu comptes en avoir? Parce que lui, il sait que si elle s'amuse, son âge va dépasser en français facile. Et après, ce serait un peu difficile d'avoir un mari. Et après, elle peut tomber dans autre chose. Maintenant, nous, on est venus aussi avec des modèles européens, flatter nos petites sœurs, qu'elles peuvent aller au master, au doctorat. Et tes seins sont tombés en classe. Excusez-moi de vous le dire. Quand tes seins tombent en classe, je suis métaphysicien, je suis direct. C'est au cours de tes études là que tes seins sont tombés. Tu peux même plus justifier, les gens vont croire que tu couchais à gauche, alors que non, tu as juste bossé jusqu'à ce que ta poitrine a disparu. Maintenant, après ça, tes collègues même qui ont soutenu avec toi, repartent en arrière, en classe de 6e, 4e, 3e. On se connaît, non? Même ceux qui ont fait les soutenants doctorats ensemble, là, ce n'est pas leurs collègues qu'ils marient, hein. Ils repartent en première année.
prendre des filles là-bas mariées. Et ta camarade qui a soutenu avec toi, qui n'est pas mariée, là, pourquoi tu ne la maries pas? Question. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut un programme, une stratégie pour avantager les filles. Si on pouvait même les donner les masters même à 18 ans, on peut faire un programme spécial des filles et elles gagnent les masters à 18 ans, les doctorats même à 18 ans. Et nous, les garçons, on va gagner notre doctorat à 25 ans. À ce moment, on va les avantager. Mais si on les met sur les mêmes pieds que nous, un garçon se marie à 40 ans et puis ça va. Hein? Il est productif, non? Ouais, carrément. Mais une fille qui se marie à 40 ans, tu veux? C'est pas simple. Donc moi, je pense qu'on n'a pas les mêmes physiologies. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour faire les mêmes choses. Mais pour pouvoir bien vendre certaines choses du capitalisme, on va toujours pomper les femmes. Que ouais, que ce que les hommes font, vous pouvez faire. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Ok, vous n'êtes pas partant avec moi, le féminisme. Moi, je ne peux pas tomber enceinte. Donc moi, je sais que ce que femme fait, moi, je ne peux pas faire. Vice-versa. Et donc, moi, j'aimerais vraiment que... Parce que je suis en train de décrire les causes de la prostitution. C'est d'abord ça. Et ensuite, nous avons également la mauvaise éducation. Okay. La mauvaise éducation, aujourd'hui, vous allez voir que les parents commettent l'erreur de penser que comme j'ai payé ma scolarité de mon enfant à 300 000 francs, c'est l'école qui fait le boulot. Elle sort, elle rentre à 22 h, elle fait ses exercices et les parents sont assis. Non, il faut toujours contrôler. Il faut veiller sur sa fille. Tu étais où? Qui t'a donné ce portable même? Voyez-vous? Moi, je ne peux pas être un père. Je n'ai pas payé portable pour ma fille. Oui. Et elle apparaît avec un portable. Soit elle mange ça la même soirée, soit elle va repartir remettre. Mais aujourd'hui, nous voyons des parents qui sont assis. Les propres filles viennent avec des iPhones. Les propres filles rentrent à la maison avec des motos. Et les parents sont assis. Moi, ma fille va venir avec un appareil que moi, je n'ai pas payé. Avec un iPhone 17. Et puis, tu vas dormir où? Tu vas dormir où? Mais voilà des parents qui sont assis. D'autres même mangent même l'argent des copains de leurs filles. Oui, oui. Tout ça, là, c'est quoi? Moi, je pense que c'est un abandon. C'est un laxisme. Oui, parce que vous savez que quand l'herbe est sèche, ça prend vite le feu. Quand une fille a 16, 17, 18, 19 ans, il faut des adultes pour l'encadrer. Sinon, c'est facile de vaciller. Mais ces adultes même sont pas là. Moi, personnellement, j'ai une école. J'ai plus de 600 personnes. Dans votre école? Ah, oui. Mais vous savez que dans mon école, il y a combien de filles sur les 600? Elles sont nombreuses quand même. Mais moi, je presse ce discours. Faites attention, la morale, mariez-vous. Et dans mon école, j'ai célébré plus de mariages. Hein, de 2019 à aujourd'hui. Mais les filles se sont mariées. Parce que moi, je suis tranchant. J'arrive, j'ai dit, vous, là, il faut vraiment prendre votre vie en main. Mais vous savez qu'il y a des écoles où c'est les enseignants même qui partent dans le but de draguer des filles, non? C'est clair. C'est clair. Voyez-vous, c'est pas pour la marier. Hein. Lui-même, il s'en va draguer une fille ou lui donne coup. Tout ça là, il faut une police spéciale pour ça. Et ça va aider. Parce que je les blâme pas, mais si on recollige l'éducation, on a dit ça que c'est le plus vieux métier. Je ne peux pas garantir à 100% qu'on peut avoir un pays sans ce genre de dérapage, mais on peut désamorcer, on peut déduire. D'accord. D'accord. C'était un énorme plaisir de vous recevoir dans notre podcast. C'est quoi le programme en Guinée? Vous êtes là pourquoi? Non, ici, là, je suis là pour un masterclass, je suis là pour une formation. Et ça se passe déjà le 14 et le 15, mais le contenu de cette émission, vous pouvez l'exploiter à fond. Le 14, je suis à l'université Gamal Abdel Nasser et pour une formation du coach Simon Africa Tour où tous les participants auront des faveurs pour avoir le livre, adhérer au projet de construction du plus grand centre de conférence. Le 15, j'ai un événement à Kaloum, hôtel Kaloum. Là-bas, c'est la métaphysique pure. On rentre dans ton cerveau, le subconscient, ton âme, et on montre comment tu dois paramétrer ton âme, tu dois paramétrer tes neurones, tu dois paramétrer ton cerveau droit, ton cerveau gauche, tu dois paramétrer ton cervelet, c'est-à-dire l'utilisation même de ton cerveau. Parce que vous savez que quand on prend un portable, il y a des applications que depuis que tu as acheté le portable,
Tu n'as même pas encore ouvert ça. Tu sais ça? C'est inutilisé. C'est la même chose aussi dans le cerveau. Il y a des applications, des dons naturels que nous, on peut vivre 60 ans sans explorer dans notre cerveau. Et nous, on ne peut pas dire qu'on a tout exploré, mais le peu qu'on a pu explorer, celui qui a un cerveau peut réussir. L'être humain est magnifique. Okay. Donc moi, je montre ça, je dessine le cerveau, je vous montre, voilà, cette partie, il faut prendre bien soin, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui... Et ça passe. D'accord. Donc c'est ce qui va se passer, paramétrer, et j'invite les entrepreneurs, les leaders de venir, ça fait 3 900 000 Guinéens. Il y a encore de la place? Oui, il y a encore de la place. Surtout quand ils vont venir le 14, on a prévu 60 places et il y a encore de la place pour tout le monde. Ok, d'accord. Pour ceux qui peuvent. Le livre, il est à combien? C'est 120 000 francs actuellement. Ok, c'est disponible pour tout le monde en Guinée. Oui, on a envoyé assez de cartons. Ok. Donc avec le club de lecture Le Réveil, ils peuvent avoir le livre là-bas. Et sur www.richessemassive.com, ils peuvent avoir aussi le livre là-bas. D'accord. C'est un énorme plaisir de vous recevoir dans notre podcast. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci. Chère communauté, pour les gens qui ont des histoires passionnantes, des histoires dissidentes, n'hésitez pas à nous contacter dans le podcast Dissidence. On vous offre le micro qu'il faut. Merci, à la prochaine. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.